Eh bien, bonjour. Merci d'être présent à cette heure encore un petit peu matinale pour la première conférence des auteurs Terre Vivante qui inaugure un petit peu ce festival de l'avenir au naturel de l'Albinc. Bienvenue. Donc on aura 3 conférences d'auteurs de Terre Vivante et on va commencer par Bruno Guthrie. Bruno Guthrie est un artisan spécialiste des peintures naturelles. Et je trouve que c'est vraiment important de faire le point sur les peintures naturelles parce que maintenant tout est naturel. Quand on va dans un magasin de bricolage, elles sont toutes écologiques, elles sont toutes naturelles. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir un vrai spécialiste qui va vous permettre de démêler un petit peu ce qu'il est et ce qu'il est moins. Il est artisan, il est passionné de couleurs. Ça fait 22 ans qu'il travaille à Saint-Étienne-de-Saint-Joire dans ce domaine. Et son dernier ouvrage est paru en 2022, il y a un an. Il s'agit de Peinture et enduit écologique. Et c'est la réédition, la mise à jour, l'approfondissement d'un premier bouquin qui était paru en 2010 et qui avait déjà très bien marché. Et sans plus attendre, je vais lui laisser la parole. Sachez que les conférences sont enregistrées. Et que si vous les trouvez intéressantes et que vous voulez les faire écouter à des amis, vous pourrez vous les procurer. Mais voilà, je vais laisser la parole à Bruno Guthrie. Eh ben, bonjour à tous. Je vais essayer de parler bien en face du micro, parce que je n'ai pas tellement l'habitude. Généralement, j'ai plus l'habitude d'être avec un pinceau à la main. Donc, généralement, le pinceau, on peut l'agiter un peu dans tous les sens. Mais là, le micro, si je fais ça, vous ne m'entendez plus, quoi. Donc voilà, donc je vais essayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir aussi, parce que autrement je vais m'agiter. Alors je vous préviens tout de suite, au début ça va être un petit peu brouillon. J'ai pas trop l'habitude de faire des conférences. Donc puis surtout en plus je vous vois pas, j'ai des lumières en face de moi, c'est pas vraiment évident. Mais on va y arriver. On va le faire. Ah, ça s'est baissé, c'est bien ça. Merci. Donc les peintures naturelles, donc on va faire un petit tour un peu de qu'est-ce que c'est qu'une peinture, comment on l'utilise, ce qu'il faut savoir un peu sur ce que c'est qu'une peinture naturelle. Déjà, je voudrais vous remercier d'être là, de si bonne heure, un samedi. Généralement, on en profite pour faire, je sais pas, son marché ou des choses comme ça. Donc les peintures, comment peindre sa maison naturellement. Déjà, première question, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une peinture? En général, qu'est-ce que c'est qu'une peinture? Une peinture, depuis la nuit des temps, c'est simplement de la couleur et une colle pour la fixer. En fait, depuis que l'homme est homme, il a utilisé la peinture toujours de la même façon. Et les peintures rupestres, les premières peintures rupestres, ils utilisaient toujours, donc ils prenaient de la couleur qu'ils fixaient sur le mur, et pour que cette couleur elle puisse tenir sur le mur, ils utilisaient une colle. Et est-ce que vous savez quelle colle ils utilisaient à l'époque? La première colle qui a été utilisée pour fabriquer de la peinture. Vous l'avez sur vous. Et moi, à l'instant même, j'en utilise beaucoup. Exactement, la salive. Et on le voit là sur les mains, en fait. Les mains, en fait, il prenait de la couleur qu'il mélangeait dans sa bouche et il crachait sur sa main et il retirait la main et ça faisait la main en négatif. Donc, à l'époque, ils avaient déjà inventé donc, le principe de la peinture, donc une colle et de la couleur, et le principe même du pistolet et du pochoir. Parce que le principe du pistolet, c'est ça, c'est qu'on met de la peinture dans un récipient qui est pulvérisé avec de l'air. Donc le récipient, la bouche, l'air quand on souffle, et le pochoir, la main. Donc à l'époque, donc il y a, je sais pas, 30 ou 40 000 ans, ils avaient déjà tout inventé. Donc on n'a pas inventé grand-chose, si ce n'est que, en fait, la peinture, au fil des années, elle a évolué, mais le principe a toujours été le même. C'est-à-dire qu'au long des millénaires, en fait, ça a toujours été une colle et de la couleur. Pour finir, jusqu'à nos peintures actuelles, donc pour peindre les murs. Le principe est toujours le même. Dans la peinture, donc, il y a un élément qui est plus important que les autres, c'est cette fameuse colle. Mais en peinture, on n'appelle pas ça une colle, on appelle ça un liant.
Mais un liant, ça ne suffira pas. Ce n'est pas simplement avec de la salive ou avec une colle, n'importe quelle colle, que je vais pouvoir faire de la peinture. Là-dessus, il va falloir que je lui rajoute ce qu'on appelle une charge pour lui donner soit de la couleur, ou soit de l'opacité, ou soit de la texture. On appelle ça une charge. Et forcément un diluant, parce que souvent les pigments sont en poudre. Il y a aussi certains pigments liants qui sont en poudre. Donc on va utiliser un diluant, en fait, pour rendre liquide tous ces produits, pour que ça puisse être utilisable. Donc les liants, ils fixent les ingrédients, c'est la partie collante. La charge, comme je vous disais, il apporte la couleur, l'opacité, la texture. Le diluant, il fluidifie et il facilite l'application. Il y a un troisième élément qu'on va trouver dans les peintures, mais qui n'est pas forcément obligatoire pour fabriquer une peinture, c'est ce qu'on appelle l'adjuvant. Donc l'adjuvant, ça peut faire peur. Souvent, on dit ouais, mais non, moi je ne veux pas avec des adjuvants, quoi. Mais en fait, l'adjuvant, c'est un matériau qui va améliorer le mélange. Comme en cuisine, quand vous mettez de la maïzena dans la sauce, par exemple, pour l'épaissir. Donc ce n'est pas un produit chimique, forcément, mais c'est quelque chose qui va améliorer, qui va rendre plus brillante la peinture, ou qui va faciliter l'application, des choses comme ça. Donc ces 4 éléments, c'est ce qui constitue la peinture. Mais donc, dans ces 4 éléments, il y en a un qui est plus important que les autres, c'est le liant. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que le liant. Et surtout, le liant naturel. Ou plutôt, les liants naturels, parce qu'il y en a plusieurs. Donc on va trouver les liants d'origine minérale, comme la chaux, que vous devez connaître, ou les silicates. On a des liants d'origine végétale, comme l'huile. Le plus connu, c'est l'huile de lin. Mais par chez nous, on a aussi l'huile de noix. En fait, la plupart des huiles peuvent être utilisées pour faire de la peinture, sauf l'huile d'olive. Parce qu'en fait, il faut que ça soit une huile qui puisse sécher. Et l'huile d'olive a tendance à ne pas sécher. Enfin, on dit qu'il y a cicative. Il y en avait d'autres. Ah oui, oui. Les gommes et les résines, tout ce qui est résine, les résines d'arbres, tout ce qui est résine végétale. Les gommes et résines, ça veut dire, en fait, c'est la même chose. La seule chose qui différencie la gomme et la résine, c'est qu'en fait, la gomme se dilue avec de l'eau ou de l'alcool, et les résines avec de l'essence. C'est pour ça qu'on diffère le nom. Les fécules, tout ce qui est fécule de pommes de terre, fécule de maïs, en fait, tout ce qui est un peu collant, la cellulose, la cire. Alors, vous allez me dire, cire végétale? Oui, il y a une cire végétale qui existe. C'est la cire de carnauba, en fait, qui vient d'un arbre. Et il y a tout ce qui vient de l'animal. Alors, vous inquiétez pas, on ne va pas tuer des animaux, en fait, pour en faire, bien que. Mais il y a la cire d'abeille, donc l'œuf qui peut utiliser, tout ce qui est la gomme arabique, la gomme laque, pardon. La gomme laque, c'est une sécrétion d'insectes. Et il y a ce qui est colle. En fait, autrefois, on utilisait énormément la colle de peau de lapin. Donc on prenait la peau de lapin, on la trempait dans de l'eau chaude et on obtenait une gélatine, en fait, qui était utilisée. C'est ce qu'on appelle les peintures à détrempe. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça. En fait, c'était des peintures qui étaient utilisées beaucoup en intérieur. Et quand on voulait repeindre les intérieurs, il fallait enlever cette peinture parce que ça ne supportait pas de nouvelles couches. Donc c'était une peinture qui était en fait très très écologique et puis très très saine parce qu'en fait quand on voulait repartir, on était obligé d'enlever l'ancien et repartir à zéro. Au lieu de faire comme maintenant où en fait on fait des millefeuilles, c'est-à-dire qu'on fait couche sur couche sur couche, et puis des fois sur une centaine d'années c'est un véritable millefeuille, et la première couche ça se décroche et entraîne toutes les autres, et bien à l'époque, non, on recommençait à zéro. Donc voilà pour les liants, et je voudrais faire une petite parenthèse, on en a parlé plus ou moins tout à l'heure, parce qu'effectivement maintenant tout est naturel, tout est écologique, donc je vais faire une toute petite parenthèse, et ça sera la seule d'ailleurs de ma conférence, sur les liants, et plus généralement les peintures dites aux normes françaises écologiques, écolabel, HQE, biosourcé, en fait tout ce que vous voulez. En fait, il y en a de plus en plus et seulement on ne sait pas trop ce que c'est. Il faut faire attention parce qu'en fait, la législation autorise en fait, à utiliser le mot biosourcé, naturel ou quoi que ce soit, à partir du moment où le liant contient au moins 20% de matières premières naturelles. 20%, ce n'est pas beaucoup en fin de compte, hein.
Ouais. Et le reste, ben, qu'est-ce que c'est? Le reste, eh ben, c'est issu de la pétrochimie. Donc c'est des matériaux de synthèse. Et il y en a un qui est très très connu, et il y a beaucoup de gens, en fait, souvent pensent que c'est naturel, c'est l'acrylique. En fait, l'acrylique, on le trouve partout, dans toutes les peintures, c'est un truc magique, c'est un peu comme le gluten dans le pain, dans tout, on le met partout parce qu'en fait, ça facilite, ça accroche de partout, mais du coup, il faut s'en méfier. Donc, pour être sûr de ne pas se tromper quand on utilise une peinture, pour être sûr qu'elle soit naturelle, ce qu'il faut faire, c'est lire les étiquettes. Tout simplement. En fait, la plupart des fabricants qui fabriquent des peintures naturelles essayent d'être le plus clair possible avec le consommateur. Donc, sur son emballage, il va marquer le maximum d'informations et surtout, il va essayer d'être le plus clair possible. Donc, sur les étiquettes, il faut qu'elles soient claires et compréhensives, qu'elle doit contenir la composition complète des matériaux qu'elle contient. Il faut faire attention aux termes synonymes de naturel. Ce n'est pas parce que c'est marqué en beau, naturel ou biosourcé que ça l'est forcément entièrement. En cas de doute, il faut demander aux commerçants chez qui vous l'achetez. Si vous n'avez pas de commerçant parce que vous l'achetez sur Internet, il y a beaucoup d'informations sur Internet aussi qu'on peut trouver. Et il y a aussi une fiche qui s'appelle la fiche de données de sécurité. C'est une fiche qui est éditée par le fabricant, qui est obligatoire et on ne peut pas vous la refuser. Alors souvent les commerçants ne l'ont pas, mais il ne peut pas vous refuser de vous la donner. Donc il faudra qu'il cherche dans ces documents ou vous pouvez la trouver sur Internet. Et là c'est une vraie mine. Alors souvent c'est un document technique, donc on a un peu du mal à tout comprendre, mais s'il y a des produits qui sont dangereux dedans, ça sera signalé. Prenons une étiquette un peu au hasard d'un fabricant. Alors là, vous ne voyez pas beaucoup, on va l'agrandir. Hop. Et donc, on peut voir beaucoup d'éléments. En fait, il y a généralement une fiche technique. C'est une vraie mine d'informations. On sait sur quel support ça peut aller, les caractéristiques, techniques, la teinte, le matériel qui est utilisé, comment on l'utilise, l'application, les temps de séchage et tout ça. C'est du coup, rien que pour appliquer le produit, c'est intéressant. Mais ce qu'il y a surtout d'intéressant, c'est qu'il y a la composition généralement complète en fait du produit, comme là, quoi. C'est assez clair, l'eau, l'huile de colza, de la farine de marde, du blanc de titane, des adjuvants, des pigments minéraux, c'est assez clair, on arrive quand même relativement à comprendre. Si vous ne comprenez pas, parce que souvent il y a des noms un peu farfelus, ou s'il n'y a pas de composition, moi je vous conseille, vous passez votre chemin. Allez voir ailleurs, trouvez un autre produit. Voilà pour la parenthèse. Maintenant on va voir les différents types de peintures naturelles qu'on peut trouver. Donc, c'est un peu comme les liants, en fait. On va trouver les peintures d'origine minérale, comme les badigeons et les peintures à la chaux. Ça va être les plus connus. Ou les peintures au silicate. Peinture au silicate, c'est souvent utilisé. Le silicate, ça vient du verre. La chaux vient du calcaire et le silicate vient du verre. Mais c'est à peu près le même genre de peinture. En fait, il y a une réaction chimique qui fait que tout colle. C'est énormément utilisé pour les façades, les peintures au silicate. Il y a les peintures dites végétales. Donc, la plus connue, ça va être la peinture à l'huile, qu'on appelle la laque. Alors, on va faire dans l'ordre que j'ai écrit, ça sera bien plus simple. Donc, il y a l'huile, qu'on appelle souvent l'huile dure, parce qu'en fait, elle contient une résine. L'huile toute seule, elle n'est pas suffisamment dure, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des huiles dures, parce qu'on y rajoute une résine, toujours naturelle, et du coup, on appelle ça une huile dure. La lasure, si vous voulez, c'est une huile, mais qui contient un pigment, donc elle est teintée. C'est la différence entre l'huile et la lasure. Il y a les vernis. Les vernis contiennent énormément de résine et ça fait que du coup, ça fait une couche en surface. Par rapport à l'huile qui, elle, est pénétrante, il y a les peintures aussi à la fécule, au fécule, maïs et pommes de terre, et les peintures à l'argile. Alors vous allez me dire, l'argile c'est un minéral, mais en fait c'est un minéral qui ne colle pas. Donc souvent, les argiles, il y a un liant dedans qui est souvent la fécule, des fécules. Et on a
les peintures d'origine animale, donc comme la peinture à la caséine, qui est faite avec la protéine du lait, ou le fromage blanc, la peinture à l'argile aussi, qui peut être composée, souvent le liant, c'est la caséine, et les peintures à colle de peau, ce que je vous parlais tout à l'heure, la colle de peau de lapin, et les vernis qui peuvent être comme la gomme laque, qui est une sécrétion animale, donc qui est d'origine animale. De l'autre côté, on va avoir les supports qu'on va trouver dans toutes les maisons, dans tous les bâtiments. Quel type de support on va trouver? Eh bien, on va trouver, pareil, des supports d'origine minérale, comme la plupart des murs en plafond, qui vont être souvent faits à base de plâtre, ou tout ce qui est dérivé de plâtre, c'est-à-dire tout ce qui est plaques de plâtre, les enduits minéraux, qui peuvent être à la chaux, en terre ou en ciment. On va souvent trouver, enfin au niveau minéral, c'est ce qu'on va trouver dans le bâtiment. Hop, on va trouver, et aussi les minéraux d'origine métallique, tout ce qui est fer, cuivre, ces choses-là peuvent être aussi peintes. Les tuyaux pour le tuyau de chauffage, les radiateurs, les grilles, les fenêtres qui sont en aluminium, hein, toutes ces choses-là, ça aussi, ça peut être peint. Il y a tout ce qui est d'origine végétale, donc tout ce qui est boiserie et menuiserie, c'est-à-dire les portes, les fenêtres, les volets, les escaliers, les sols, les meubles, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, toutes ces choses-là. Et les autres, qui sont les anciennes peintures, parce qu'on n'a pas forcément que du neuf, tout ce qui est papier à peindre et tout ce qui est plastique, parce qu'on en trouve aussi dans le bâtiment. On n'a pas forcément des tuyaux de chauffage qui sont en métal, enfin en cuivre. Il y en a maintenant beaucoup qui sont en, je ne sais plus quelle matière c'est, mais en fait, du coup, on peut aussi les peindre, parce que soit ils sont de couleur rouge ou bleue, des fois c'est pas très chic, donc on peut aussi les peindre. Du coup, on a donc les peintures d'un côté et les supports de l'autre. Eh bien, comment on fait maintenant? Quelle peinture on va utiliser sur quel support? Parce que si on a différents types de peintures et différents types de supports, c'est qu'il y a bien une raison. C'est qu'en fait, il ne va pas avoir une peinture universelle qui va aller sur tout. La pétrochimie a très bien compris, en fait, les peintures de synthèse avec l'acrylique, c'est magique parce que du coup, ça peut tenir sur tout. Mais au naturel, nous, on n'a pas ça. Donc, il va falloir utiliser le bon produit en fonction du support qu'on va vouloir peindre. Donc, on va faire un peu le tour. Donc, en règle générale, si on ne veut pas se tromper, quand on a une peinture d'origine minérale, eh ben, elle va sur un support minéral. Quand on a une peinture d'origine végétale, elle va sur un support végétal. Jusque-là, tout est clair. Quand on a une peinture animale, elle va sur un support... Non, pas animal. Je suis sûr que vous avez pensé ça. Ouais. Mais bien que, pourquoi pas? On va peut-être pas peindre des animaux. Eh bien non, elle va aussi bien sur le minéral que sur le végétal. Ça, c'est une règle qui marche bien. Il y a une petite exception, c'est-à-dire que, en fait, autant le minéral ne va pas sur le végétal, et ça c'est sûr, parce que le minéral, lui, il est rigide, et le végétal, il a tendance à être un peu souple, donc il ne va pas résister aux déformations qu'il peut avoir éventuelles du végétal, mais les peintures végétales peuvent aller sur le minéral. Et ça, c'est c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Hop. On va prendre des exemples concrets, comme ça vous verrez un petit peu plus clair, en fait, où je voulais en venir. On va prendre les sols en bois, comme les planchers, les parquets, enfin tout ce qui est sol en bois. Les escaliers, tout ça. On peut utiliser l'huile, donc ce qu'on appelle l'huile dure. C'est le meilleur des produits pour aller sur un plancher. Parce que l'avantage de l'huile, c'est qu'on peut l'entretenir. L'huile va pénétrer dans le support et à force de passer toujours au même endroit, on va user en fait cet endroit et on va pouvoir, au long des années, remettre des couches d'huile à cet endroit-là sans être obligé de poncer. Contrairement en fait à la cire
en fait, qui elle va s'enlever et que du coup, alors la cire c'est pareil, on pourra toujours en rajouter en fait par endroit, mais c'est surtout en fait le vernis ou le vitrificateur qu'il y a, qu'on peut mettre sur le sol. Ça c'est assez magique parce qu'effectivement après on peut nettoyer avec un peu n'importe quoi, c'est très résistant parce que c'est en surface, mais le problème c'est que quand on passe, et on passe toujours au même endroit, c'est-à-dire que sous le lit ou le long des murs, eh ben on n'est jamais en train d'y passer ou très rarement. Mais par contre devant le canapé, devant la table du séjour ou quoi que ce soit, on est toujours en train d'y passer, et là on use le vernis. Et le jour où on veut le refaire, en fait, on est obligé de poncer intégralement la pièce pour pouvoir tout refaire. Parce qu'on ne peut pas remettre du vernis uniquement localement, alors que l'huile le permet. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, sur tout ce qui est sol, utilisez de l'huile dure, en fait, parce que c'est facile à entretenir. Et surtout, ça s'entretient. Sur le neuf, ces produits-là, il va quand vous faites les travaux, il y a forcément une sous-couche, parce qu'on n'utilise pas directement le produit de finition. On va appliquer une sous-couche, et cette sous-couche s'appelle l'imprégnation. C'est le nom universel. L'imprégnation, c'est la sous-couche transparente pour tout ce qui est produit transparent. Que ça soit naturel ou synthétique, le nom, c'est toujours le même. Et vous allez voir qu'en fait, c'est toujours des noms génériques qui sont utilisés aussi bien au niveau synthétique qu'au niveau naturel. Donc, il ne faut pas avoir peur en fait, du nom, parce qu'il y a des fois, quand je dis « mais moi, je vais utiliser un vernis », il y a des gens qui me disent « ah non, 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 moi, je ne veux pas de vernis, je veux pas de vernis synthétique ». Ça existe au niveau naturel. Le nom, c'est toujours le même. Comme la carotte. Il y a des carottes bio et il y a des carottes qui ne sont pas bio. Pourtant, ça a le même nom. Donc, c'est... Voilà. On peut aussi, éventuellement, peindre les sols avec une laque. Mais moi, je vous le déconseille parce que l'usure et l'entretien est difficile. En fait, les peintures, même si elles sont performantes, quoi que ce soit, elles ont tendance à s'user. Et ça fait que du coup, après, ben, ça vieillit très très mal. Et repeindre, c'est compliqué. Et pareil, c'est la même chose que pour les vernis. Donc on peut, c'est possible, mais je ne vous le conseille pas. On va voir les menuiseries, tout ce qui est boiserie en intérieur, comme les portes, les fenêtres, les plinthes, les meubles, les murs, les plafonds et tout ça. Je vais boire un peu, parce que je discute, mais j'ai bientôt plus de salive. Donc après, j'aurai plus de liant. Voilà. Et bien pareil, donc sur tout ce qui est meubles, on va pouvoir utiliser l'huile. L'huile dure, toujours, préférez l'huile dure parce qu'elle contient de la résine et ça fait que du coup c'est quand même un petit peu plus résistant à l'usure. Ça s'entretient très bien. La cire, pareil, hein, la cire pour les meubles, c'est très bien. Le gros avantage de la cire, c'est que en fait, tout ce qui est tache, eh ben, ça n'accroche pas. Parce que la cire, elle est jamais vraiment sèche. Et ça fait que du coup, quand il y a une tache, elle a du mal à accrocher dessus. Par contre, ça sue, ça craint l'eau. Donc il faut en rajouter régulièrement. Mais c'est contre les taches, c'est ce qu'il y a quand même de mieux. Les vernis, si vraiment on ne veut pas s'embêter, mais c'est toujours pareil, quoi. Une fois que c'est usé, ben, faut tout reponcer et tout recommencer. La lasure, donc la lasure, à la différence de l'huile, eh ben, c'est qu'elle est teintée. Donc si on veut avoir quelque chose d'un peu plus foncé, on utilise une lasure. Et la laque, alors la sous-couche pour ces produits qui, sur le neuf, donc les produits transparents, ça s'appelle l'imprégnation. On peut aussi utiliser la laque. Donc la laque, c'est une peinture qui est à base d'huile, mais qui est opaque, qui contient du pigment. Si vous voulez, c'est le même genre de produit que l'huile ou le vernis ou la lasure, mais c'est opaque, ça contient un pigment. Ça fait que du coup, on ne voit plus du tout l'aspect du bois. Et là, la sous-couche, ça s'appelle un primaire. Voyons maintenant pour les menuiseries extérieures, parce qu'on peut aussi peindre l'extérieur, donc tout ce qui est portes, les fenêtres, les bardages, ou les cabanes qui peuvent avoir, enfin tout ce qui est en extérieur. Donc on peut utiliser la lasure. Donc là, on ne peut plus utiliser l'huile,
On ne peut plus utiliser la cire parce que ça ne résiste pas aux intempéries et ni les vernis. En fait, parce que tout ce qui est transparent, en fait, ne va pas résister aux UV. Il faut que ça soit le plus foncé possible pour faire une barrière aux UV, un peu comme des lunettes de soleil. Si je mettais des lunettes de vue, en fait, les UV vont toujours pouvoir passer et ça ne va pas m'empêcher de choper des coups de soleil. Par contre, si je mets des lunettes de soleil, ça va protéger mes yeux. Et la lasure, c'est la même chose, donc ça va faire une barrière aux UV parce que c'est foncé. Donc plus elle est foncée, plus ça va résister aux UV. Et les UV, c'est ce qui abîme le bois en extérieur. En partie, il y a la pluie aussi, le vent et tout ça, mais surtout les UV. Et on peut utiliser aussi donc la laque, donc une peinture opaque en extérieur. Ah, mais je ne l'ai pas mis. Ah, voilà, ça arrive, pardon. Oui, j'ai oublié de dire donc la sous-couche pour tout ce qui est, c'est pareil, que ce soit en intérieur ou en extérieur, quand c'est transparent ou translucide, ça s'appelle l'imprégnation. Donc on a la laque, et la laque, c'est pareil, en fait, pour qu'elle puisse résister le plus aux intempéries et aux UV, il faut qu'elle soit le plus brillante possible pour laisser passer l'eau, parce que plus elle est brillante, plus l'eau elle arrive à glisser à sa surface, et il faut qu'elle soit le plus claire possible pour, au contraire, justement, renvoyer les UV. Si on fait du noir, en fait, par exemple, ça a tendance à absorber les UV et même la chaleur. Et c'est ça qui détruit, en fait, les peintures en surface. Vous regarderez, prenez, je ne sais pas si... regardez un meuble qui est de couleur claire, en extérieur, du mobilier de jardin, par exemple, de couleur claire, et du mobilier qui est foncé. Mettez la main dessus quand c'est au soleil, et vous verrez qu'il y a une différence de température. Et qu'on ressent, on ressent à la main. Tout simplement parce que ce n'est pas le matériau qui est différent, c'est qu'en fait la couleur est différente. Il y en a une qui renvoie les UV, et qui n'absorbe pas la chaleur, et une autre qui a tendance à les renvoyer. Et donc c'est pareil en peinture. Et la sous-couche, donc pour les laques, c'est ce qu'on appelle le primaire. Il y a aussi une peinture qui est très pratique et très économique, c'est ce qu'on appelle la peinture à la farine. Je ne sais pas si vous connaissez. Où on appelle qui est plus connu sous le nom de peinture à l'ocre ou de peinture suédoise ou peinture de Falin. Et c'est une peinture qui est faite à base d'huile et qui résiste très bien en fait en extérieur. Mais le seul problème qu'elle a cette peinture, c'est qu'il faut qu'elle soit utilisée sur du bois qui est brut ou du vieux bois, du bois qui est non raboté parce qu'elle a besoin de s'accrocher sur son support. Donc quand le bois est neuf, et il faut que ça soit, je vais retourner en arrière. Tant pis, c'était. Je ne sais pas comment retourner en arrière. Si, t'essayes comme ça. Hop, on va revenir dessus. Et ouais, ça marche. Il faut que ça soit sur du résineux, parce qu'en fait, il y a le résineux, c'est les bois qui contiennent de la résine, comme les sapins, le pin, toutes ces choses-là. Les feuillus, c'est un petit peu plus compliqué, parce que les feuillus, en fait, il y en a qui contiennent du tanin. Et quand on applique de la peinture dessus, notamment la peinture suédoise, et la peinture suédoise est à base d'eau, le tanin va sortir et du coup, ça va tacher. Ça va tacher, et du coup, ça va être disgracieux. Donc, ça fonctionne beaucoup mieux sur le résineux et sur donc du bois ancien. Alors il ne faut pas de peinture non plus, pas des anciennes peintures qui soient dessus parce que ça tient mal. Il faut vraiment que ça soit du bois brut, ancien ou non raboté et de préférence résineux. Et ça, il y en a qui le garantissent 30 ans, ces peintures-là. Il y en a beaucoup en Bourgogne, je ne sais pas, il y a eu des reportages qui sont passés à la télé il y a quelques années. C'est assez joli. C'est l'ocre rouge qui résiste le mieux aux UV, parce qu'ils vont le faire avec n'importe quel ocre, mais le rouge, c'est ce qui résiste le mieux. Hop. On va voir les menuiseries et tout ce qui est accessoires en métal, comme les portes, les fenêtres, les grilles. Donc, ça va être, on va appliquer une laque dessus. Donc c'est pareil, en fait, plus elle est brillante, plus elle va pouvoir résister, plus on va pouvoir la nettoyer. Parce que la différence, vous connaissez la différence entre le mat et le brillant? En fait, il y a le brillant, en fait, est très très lisse.
Et ça fait que du coup, à sa surface, il n'y a rien qui accroche. Le mat, il est légèrement rugueux. Alors quand on le touche, on ne le sent pas trop, bien que légèrement. Et ça fait que du coup, en fait, la différence, c'est que le brillant, la lumière est renvoyée directement dans votre œil, alors que le mat, comme il est légèrement rugueux, la lumière est complètement dispersée. Et ça fait que du coup, il y a moins de lumière qui arrive à votre œil, et c'est pour ça qu'on ne la voit pas briller, la peinture. En fait, ça a un effet d'optique à cause de la matière. Mais comme la peinture est légèrement rugueuse, elle accroche plus les poussières, elle accroche plus l'eau, plus les saletés, donc elle est moins facilement nettoyable. Et la sous-couche sur les parties métalliques, ça s'appelle tout simplement un anti-rouille, parce que souvent, le métal a tendance à rouiller. Donc on va appliquer un anti-rouille, et ça existe aussi en naturel, de l'anti-rouille. Tout simplement parce qu'en fait, tout existait avant que la pétrochimie existe. Et la pétrochimie, ça date de quand? Un peu avant-guerre et surtout après-guerre. Et ça fait que du coup, avant, tout était quand même peint. Donc, toutes les peintures, les carrosseries de voitures étaient peintes, il y avait énormément de choses, ça fait que tout existait déjà. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on a fait en tant que, les fabricants? On a repris des anciennes recettes et on les a réactualisées. Et du coup, maintenant, sur le marché, on arrive à trouver tout ce qu'on a besoin pour peindre l'intérieur de nos maisons et même l'extérieur de nos maisons. Sur le métal, si on veut garder l'aspect rouillé, comme là sur ce support, ça peut être assez sympa. Il y a un peu la tendance des fois à vouloir garder l'aspect rouillé, mais seulement le problème de la rouille, c'est que si on la laisse à l'air, elle va continuer à rouiller. On peut appliquer de la cire dessus. Et ça va garder l'aspect rouillé, mais ça sera que en intérieur, bien sûr, pas en extérieur, ça ne résistera pas autrement. Et pareil, si on veut garder l'aspect du métal, on peut l'huiler, mettre de l'huile dessus, ça va éviter l'oxydation du métal, donc la rouille d'apparaître. Mais là, c'est toujours pareil aussi, ça sera uniquement en intérieur. En extérieur, ça ne résistera pas. Si vous voulez utiliser de l'extérieur, il n'y a que la laque en fait, sur le métal qui va pouvoir résister. Les murs et les plafonds. Donc, tout ce qui est plâtre et dérivé, tout ce qui est plaque de plâtre, peu importe la marque, tous les enduits d'origine minérale et toutes les anciennes peintures mates sur les murs. Parce que les peintures brillantes, rappelez-vous qu'une peinture brillante, c'est très très lisse. Donc les nouvelles peintures ont du mal à accrocher dessus. Donc si vous avez sur vos murs une peinture brillante, il faut la poncer, il faut la mater. En fait, il faut rayer finement, alors il ne faut pas l'enlever complètement, hein. Il suffira simplement avec un papier de verre relativement fin, en fait, de mater la peinture, après d'enlever la poussière, et du coup, vos nouvelles peintures pourront accrocher dessus. Si vous ne le faites pas, la peinture, elle va avoir du mal à s'accrocher, elle va faire un peu comme sur une vitre quand vous peignez, du coup, hop, les gouttes essaient de se rapprocher des autres, du coup, ça ne tient pas. Donc, qu'est-ce qu'on a comme peinture pour les murs et les plafonds? On a la peinture à la caséine, la peinture à l'argile, c'est les termes qu'on va trouver dans le commerce, tout ça. La peinture végétale, en fait, ce qu'on appelle la peinture à dispersion. Ça s'appelle comme ça parce qu'en fait, tous les éléments sont agités dedans par dispersion et ça reste en suspension. Contrairement aux autres peintures, comme la peinture à la caséine et la peinture à l'argile, quand c'est dans l'eau, ça a tendance à sédimenter. Ça fait que du coup, si on n'utilise pas rapidement, 2-3 jours après, on a une pâte au fond et de l'eau au-dessus, un liquide au-dessus, et après c'est compliqué. Alors que les peintures à dispersion, en fait, restent. Alors ça évite pas un petit peu le liquide à monter en surface, mais ça reste toujours pâteux. Donc c'est quand même plus facile à utiliser. Et puis il y a la peinture, alors j'ai marqué à la patate parce que je n'avais pas assez de place, mais c'est la peinture à la fécule de pomme de terre. Mais ça, je dépassais, autrement, donc j'ai fait patate, mais vous avez compris. La peinture à la colle, on en parlait tout à l'heure, dans la colle à la peau de lapin, mais c'est une peinture qu'on utilise très peu, mais je sais qu'il y a des gens qui en demandent encore, mais ça c'est rare, déjà dans le commerce c'est très très dur, mais la colle de peau, on arrive à la trouver dans le commerce, donc on peut en fabriquer. Et les badigeons et les peintures à la chaux. Mais là, il faut faire attention avec les peintures, tout ce qui est à base de chaux. En fait, la chaux, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaux, pour pouvoir durcir, il lui faut de l'eau.
En fait, il y a une réaction chimique avec la chaux qui s'appelle la carbonatation. Et cette chaux, donc cette carbonatation, c'est la récupération du carbone grâce à l'humidité qui est contenue dans la chaux. Et si vous appliquez une peinture à la chaux qui sèche en quelques heures, la chaux n'a pas le temps de récupérer suffisamment de carbone pour redevenir le calcaire qu'elle doit redevenir, pour devenir dure. Donc elle va rester de la chaux. Et donc c'est pour ça que souvent on dit « Ah non, mais je ne veux pas de la chaux chez moi », parce que la chaux a la tendance à fariner quand on passe la main dessus. C'est parce qu'en fait elle a eu une mauvaise réaction chimique, c'est-à-dire qu'elle a séché trop vite. C'est pour ça qu'on dit que les badigeons et les peintures à la chaux, on va uniquement les appliquer sur des enduits frais. La technique de la peinture à fresco, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou si ça vous évoque quelque chose, c'est-à-dire que l'enduit va être exécuté par un maçon et quand il est encore humide, généralement le lendemain, on va appliquer notre badigeon de chaux et tout va sécher lentement sur plusieurs jours et du coup la carbonatation, donc la réaction chimique de la chaux, va pouvoir se faire lentement. Et ça, il faudrait que ça se fasse au moins pendant une semaine pour que la chaux devienne suffisamment dure et qu'elle puisse suffisamment, enfin qu'elle ne farine pas. Si elle sèche en quelques jours, ça ne marche pas. Et donc c'est pour ça que moi je vous conseille de ne pas utiliser la chaux sur un support qui est sec. Je sais que c'est la grande mode, il y a beaucoup de gens qui veulent ça. Et si vous trouvez des peintures à la chaux dans le commerce, c'est qu'il y a forcément un liant supplémentaire dedans pour que ça puisse coller. Ça ne peut pas être que de la chaux. Hop, non, qu'est-ce qui se passe? Si. Et la sous-couche, en fait, pour toutes ces peintures, donc sur du neuf, ça s'appelle une impression. Donc les sous-couches, ça un terme générique, c'est ce qu'on appelle les apprêts, qu'on met avant. C'est un après, mais on le met avant. C'est comme ça que ça s'appelle. En fait, c'est pour apprêter le support. Donc, maintenant, on va voir comment appliquer ces peintures. Donc, comment appliquer les peintures sur du bois. Si on utilise une finition transparente, par exemple sur du sol, eh ben, il faut toujours appliquer en couche fine. C'est très important d'appliquer en couche fine parce que quand on fait une couche épaisse, en fait, si vous voulez, la peinture, elle va, et surtout l'huile, tout ce qui est à base d'huile, va sécher grâce à l'oxygène qu'il y a dans l'air. C'est l'oxydation de l'huile qui va faire que ça va sécher. Et si vous mettez une couche qui est trop épaisse, eh ben ça va sécher en surface, mais pas à l'intérieur. Et du coup, à l'intérieur, ça va rester poisseux, et du coup, ben, ça va mal résister au temps. Donc, il vaut mieux appliquer plusieurs couches, ça sera toujours beaucoup plus solide qu'une couche épaisse. Donc, rappelez-vous de ça, c'est toujours en couche fine. Et on l'applique toujours dans le sens des fibres du bois. C'est comme ça qu'on arrive à mettre des couches relativement fines, parce que si on va dans l'autre sens, déjà c'est pas très joli, parce que ça peut faire les traces du pinceau peuvent se voir, et au moins on est sûr, s'il y a des petits creux, de ne pas laisser de la matière, c'est-à-dire d'en enlever suffisamment quand on lisse sa peinture. Sur le bois, toujours, et qu'on veut une finition opaque, la technique va être la même. On va l'appliquer en couche fine, toujours, pour pouvoir faciliter le séchage de cette peinture. Et toujours dans le sens des fibres du bois. Alors, quand c'est horizontal, on le fait horizontalement. Et quand c'est vertical, on le fait verticalement. Donc sur un volet, par exemple, c'est compliqué parce qu'en fait, on est obligé de suivre le sens du bois. Sur le mur, quand on va appliquer sur le mur, on va procéder, on va toujours commencer en fait par le haut du mur, tout simplement parce que les gouttes, elles ont tendance à tomber. Donc si on commence par le bas du mur, on va tout salir avec les gouttes éventuelles qui peuvent tomber sur le bas du mur. On va commencer par ce qu'on appelle le réchampi. Le réchampi, c'est le tour des champs, c'est-à-dire la limite de la surface à peindre. Donc on va commencer ça donc généralement avec une brosse, ce que vous appelez un pinceau.
mais ça s'appelle une brosse. En fait, les pinceaux, c'est plutôt pour les artistes, alors que la peinture en bâtiment, on appelle ça une brosse. C'est la différence de la soie du matériau. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, ou alors vous me poserez la question tout à l'heure si vous voulez savoir vraiment la différence. Donc on va commencer en haut, à gauche ou à droite, comme vous voulez. Généralement, quand on est droitier, on a tendance à commencer à droite, et quand on est gaucher, à gauche. Mais voilà, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc on commence en haut. Et on va procéder, on va appliquer la peinture sur une surface qui fait à peu près 1 mètre carré, en fait, qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 horizontalement et 1 mètre, 1 mètre 20 verticalement. En fait. On ne va pas déplacer son corps, on va travailler sur cette zone-là, ce qu'on appelle une zone de travail. Donc on va appliquer cette peinture, donc on va faire son réchampi, là, et puis après on va appliquer sa peinture au rouleau sur ce petit mètre carré. Et puis après on passera au suivant. Donc on va les faire dans l'ordre, les uns à la suite des autres, le plus rapidement possible, pour qu'en fait, l'idée, c'est qu'entre chaque zone de travail, c'est que la peinture ne sèche pas trop vite. C'est-à-dire que du coup, les peintures vont pouvoir se mélanger. Si on travaille trop longtemps, ça fait des marques, ce qu'on appelle des marques de reprise. C'est-à-dire qu'on va arriver avec la couche d'à côté, et bien du coup, ça va faire une surépaisseur sur la nouvelle, et ça peut faire ce qu'on appelle une marque de reprise. Donc, on va les faire les uns à la suite des autres. Et pour appliquer notre peinture, parce que donc là c'est comment on va faire sur le mur, mais comment on va poser la peinture. Donc on va poser la peinture, on va charger notre rouleau de peinture le plus possible, en l'épurant sur la grille pour pas que ça dégouline trop, et on va l'appliquer sur le mur. Le mieux c'est de partir du milieu de sa zone de travail, et on va étaler la peinture d'un côté et de l'autre, sans décoller le rouleau de la surface. On va l'appliquer comme ça. Puis après, sans recharger la peinture, on va croiser, en fait, pour étaler sa peinture, mais sans reprendre de la peinture. Et puis après, on va lisser la peinture, mais toujours dans le même sens, en revenant délicatement, sans trop appuyer, en partant du haut vers le bas. D'ailleurs, on pose son rouleau en haut, on pose et on décolle. On pose son rouleau en haut, on roule et on décolle. Délicatement, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir très peu de marques. Là, ça va bien pour le haut, mais une fois qu'on arrive au milieu du mur, ou qu'on est en bas du mur, et ben ça sera à l'inverse. Donc on va appliquer de la même façon, je vais appliquer ma peinture, je ne vais pas poser ma peinture, je vais la croiser, et après je vais lisser, donc je vais partir de la partie qui n'a pas été faite, et je vais revenir sur ce qui a été fait, et là je décollerai. Et là, ça évitera de faire des marques. Parce que si je fais l'inverse en posant mon rouleau sur la partie qui est déjà faite, ça peut faire la marque du rouleau. Alors ça ne se voit pas beaucoup, mais en fait, dans la lumière, surtout des lumières rasantes, ça se voit. Donc si on veut éviter les marques, c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, il y a une règle en peinture, c'est qu'on va toujours de la partie qui n'est pas faite vers la partie qui est faite. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à enlever les marques, qu'il y en ait le moins possible. Maintenant, on va voir la chronologie des travaux de peinture, parce que souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre, en fait, quand on fait des travaux de peinture. Il y a un ordre à respecter. Alors, vous allez me dire, il n'a pas l'air très compréhensible, mais vous allez comprendre pourquoi. On va toujours commencer par le sol. Alors, je parle des travaux de finition, et pas forcément des travaux de préparation. Parce que quand on a des travaux de préparation, le mieux c'est de tout faire, de toute façon, tous les travaux de préparation. Et comme ça, et après on enlève toutes les poussières, et après on passe à la finition. Mais c'est pas mal de respecter cet ordre, ça fait que du coup on prend des habitudes. Et surtout, on prend des habitudes là où on place son corps, comment on fait, et tout ça. Donc on prend les habitudes, et on va toujours commencer par le sol. Après, quitte à le protéger pour le reste. Tout simplement parce que si on met de l'huile sur le sol, on risque d'éclabousser les murs. Donc si les murs sont faits, on n'est pas très content, quoi. Donc, parce que l'huile sur le mur, ça ne s'en va pas, c'est difficile à enlever. Donc on va commencer par les sols, après on protégera les sols, après on va partir du plafond, qui paraît un petit peu logique.
On va faire tout ce qui est menuiserie, c'est-à-dire toutes les portes et les fenêtres. On pourra dépasser légèrement sur les murs, sans problème. Et on finit toujours par les murs. Ça fait que du coup, on va couvrir ce qu'on a dépassé. La peinture qu'on a dépassée quand on a peint ces portes, elle sera recouverte par la peinture. C'est un peu, si vous voulez, les murs, la peinture sur les murs, il faut un peu le comparer comme un papier peint. En fait, donc c'est ce qu'on fait à la fin. La peinture, c'est la même chose. Hop. On peut passer en revue en fait tout ce qui est protection, parce que les protections, c'est bien, mais souvent ça procure, ça engendre beaucoup de déchets. Donc, un petit conseil pour les protections, évitez d'en mettre partout. Les adhésifs, parce que vous allez dire, bah, tiens, j'ai mis des adhésifs partout, ça fait que du coup ma peinture, ça va tout protéger. Mais en fait, c'est faux. Souvent, en fait, là, comme sur la photo, souvent on se dit, bon, voilà, j'ai tout protégé, mais en fait, non, ça arrive quand même à passer dessous. Alors, non seulement on a utilisé de l'adhésif qu'on va jeter à la poubelle, mais en plus, ça dépasse quand on l'enlève. Puis il y a des fois même le risque, en fait, que ça décolle la peinture qu'il y a dessus. Ça fait que du coup, il y a double travail. Donc, le mieux, en fait, quand on travaille, c'est quand on fait de la finition, c'est d'apprendre à réchampir. C'est-à-dire de peindre tout doucement, en fait, le long d'une vitre, comme là, ou le long du plafond, ou le long d'un truc. C'est utiliser, donc il y a des pinceaux, des brosses à réchampir, elles sont pointues, c'est fait pour ça. On travaille délicatement, et en fait, vous allez voir que vous passez peut-être un petit peu plus de temps à le faire, mais si vous aviez utilisé un adhésif, le temps de passer l'adhésif, le temps de l'enlever et le temps de réparer tout ce que ça a décollé en arrachant l'adhésif et puis de nettoyer les gouttes qui ont coulé derrière la vitre, vous allez passer beaucoup plus de temps. Donc apprenez à réchampir et du coup, vous n'aurez pas de déchets. Pour les protections du sol, évitez les bâches plastiques parce que les bâches plastiques, c'est pareil, ça va faire un déchet. Et surtout, quand on marche dessus avec les peintures, souvent, la goutte de peinture, on va arriver avec ses chaussures dessus et ça fait ventouse. Enfin, ça colle. Et ça fait que du coup, hop, on part et on a la bâche qui est accrochée, ça la décolle du mur et tout ça, et ça devient un petit peu... et puis, une fois qu'il y a des salles, on la jette. Donc, des vieux draps, ça va très très bien, quoi, ça. En plus, c'est absorbant, c'est réutilisable, on peut les laver au besoin. Alors bon, c'est sûr, une fois qu'ils sont souillés de peinture, vous n'allez peut-être pas les réutiliser pour vos propres draps. Bien, enfin, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais ça marche bien. En tout cas, et puis voilà, puis ça ne fait pas de déchets. Quelques recettes, ça vous dit quelques recettes? J'ai pas mis beaucoup, mais peut-être une ou deux recettes. Hop. Recette de peinture naturelle. La plus facile à faire, c'est la peinture à la caséine que vous pourrez utiliser sur les murs et les plafonds. Hop. Pour environ 10 mètres carrés en 2 couches, il vous faudra 80 grammes de caséine et 2 cuillères à café de bicarbonate de soude ou du carbonate d'ammonium ou de la chaux. En fait, ce qu'il faut, c'est quelque chose d'alcalin qui puisse faire réagir la caséine et c'est comme ça qu'elle devient collante. Et ça, vous allez le mélanger avec de l'eau. Et vous allez obtenir une mousse, enfin vous allez voir après. Hop. Autrement, vous pouvez aussi utiliser du fromage blanc, mais du fromage blanc à 0%. Parce que s'il n'est pas à 0%, c'est-à-dire qu'il contient de la matière grasse, et la matière grasse peut poser des problèmes en fait, dans la fabrication de la peinture. Mais le fromage blanc va très bien, à partir du moment où il est à 0%. Éviter le lait à 0%, ça pourrait, alors je ne sais même pas si ça doit exister, le lait à 0%, mais en fait c'est trop liquide. Le lait, donc le fromage blanc, ça va bien. Mais du coup, on ne rajoute pas d'eau à ce moment-là. Hop. Et on va rajouter des pigments ou de la craie, si on veut que ça soit blanc. Mais la quantité, c'est toujours la même. Hop. Et qu'on va mélanger avec de l'eau. Donc, on va commencer par mélanger la caséine dans l'eau. On va la mélanger. On va essayer de la mélanger le plus possible. Mais vous allez voir qu'en fait, ça se mélange très mal. Donc, on va rajouter le carbonate de soude et en le mélangeant, on va obtenir ça va mousser et cette mousse, c'est ça qui deviendra collant. Ça, on va le laisser reposer et de l'autre côté, on va préparer ses pigments ou son blanc de meudon
que pareil dans l'eau et on va obtenir une pâte. Il faut que ça soit le plus pâteux possible, il faut que ça ne soit pas trop liquide, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'eau en fait au début. Et il faut que ça soit bien mélangé, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Donc le mieux c'est quand même de laisser reposer plusieurs heures pour que les grumeaux, si vous voulez, qu'ils se dissouent bien dans l'eau, enfin qu'ils se séparent bien dans l'eau. Après, au bout de 2 heures minimum, eh ben, on va mélanger les deux matériaux ensemble. Les deux matériaux sont relativement pâteux et il y a comme une espèce de magie qui se passe quand on les mélange. Tout devient liquide et votre peinture est prête à l'emploi. Ça sera pour les murs et les plafonds. Donc, si vous voulez une peinture en fait pour peindre vos menuiseries, là c'est un petit peu plus compliqué pour la fabrication parce que ça sera qu'à base d'huile. Donc, il faut des pigments, de l'huile. Alors on peut utiliser l'huile de lin ou l'huile de noix, vu qu'on est dans le pays de la noix. Alors vous allez me dire, oui, mais l'huile de noix, c'est un peu cher. Alors il y a un truc qui est pas mal, c'est que vous pouvez aller voir les producteurs de huile de noix et leur demander s'ils n'ont pas de l'huile de noix rance, qui est plus vendable, ou passée de date. C'est comme ça, du coup, il sera tout content de pouvoir s'en débarrasser, que quelqu'un en veut, et ça marche très très bien. Alors il faut qu'il y ait de l'huile, il faut qu'il y ait de préférence, il faut qu'elle soit cuite. Parce que quand vous achetez de l'huile, que vous achetez de l'huile de noix par exemple de consommation, elle est crue. Mais le problème de l'huile, c'est qu'elle a du mal à sécher. Elle met beaucoup de temps en fait à sécher. Elle peut mettre plus d'1 semaine à sécher. Ça fait que du coup, bon, pourquoi pas, hein, mais si on est obligé d'attendre 1 semaine pour passer la deuxième couche, du coup le travail devient un peu long. Donc il vaut mieux essayer de trouver de la peinture, de l'huile cuite, ça existe. C'est un peu difficile à trouver, autrement vous pouvez la cuire vous-même. En fait, dans une friteuse, par exemple une vieille friteuse, il faut la cuire à 120 degrés pendant 3 heures. Ou dans de l'eau bouillante, à ce moment-là c'est 4 heures, dans de l'eau bouillante. L'eau bouillante est donc à 100 degrés. On arrive à chauffer donc l'huile dans de l'eau et ça ne va pas se mélanger. Et après, vous laissez refroidir et donc l'huile va être au-dessus de l'eau et vous récupérez l'huile. Oui, c'est ça, hein, il me semble. Hein, l'huile est plus légère que l'eau. Ouais. Et vous récupérez l'huile et du coup, vous avez une huile cuite et qui va pouvoir durcir. On peut aussi, donc on va rajouter un petit peu d'essence dessus. L'essence c'est bien parce que du coup ça rend quand même plus liquide l'huile et ça va faciliter la pénétration dans le bois et puis ça va accélérer aussi le séchage, ça va faciliter le séchage. Mais l'essence c'est volatile, donc s'il y a des gens qui sont sensibles à l'essence, le mieux ça serait d'utiliser de l'essence d'agrumes, c'est quand même mieux que du white spirit, mais ça sent quand même. Donc on n'est pas obligé, à ce moment-là, on rajoute un petit peu d'huile. On peut rajouter pour le rendre un petit peu plus liquide. C'est un petit peu plus long à sécher, mais ça fonctionne. On peut aussi rajouter du cicatif. Le cicatif, c'est un accélérateur de séchage. On arrive à trouver ça dans les magasins de peinture. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Alors souvent, c'est à base synthétique, hein, mais on en met très très peu. En fait, mais ça permet de faire durcir en fait le film de peinture, l'huile dessus. Donc ça peut aider. Donc comment on va procéder? Toujours pareil. En fait, on va mélanger donc la partie liquide avec nos pigments. On va obtenir une pâte. Donc là, c'est l'huile avec le pigment. On va obtenir une pâte. Et cette pâte, il va falloir la broyer en fait pour qu'elle soit la plus fine possible. En fait, on va prendre sur une plaque de verre ou une plaque de marbre, on va utiliser une pierre lisse ou une molette. Ça s'appelle une molette. C'est un outil qui existe. Et on va broyer ces pigments pour les rendre les plus fins possibles. Parce qu'autrement, on va se retrouver avec des tout petits grumeaux en fait, qui vont rendre la peinture légèrement rugueuse. Et si la peinture est rugueuse, eh ben, on aura du mal elle sera beaucoup plus sensible à tout ce qui est frottement et elle résistera moins à l'usure. Après, on va la mélanger donc avec le reste d'huile ou l'essence pour avoir un produit qui est beaucoup plus liquide, utilisable.
Voilà, j'ai sauté une étape. On met l'étape d'avant, en fait, c'est on peut donc les pigments soit les mélanger entre eux si on veut une couleur un peu différente, ou le mélanger avec un pigment blanc si on trouve que le bleu, par exemple, est trop foncé, quoi. La conservation de ces peintures, parce que c'est bien de fabriquer et tout, mais est-ce que ça se conserve ? Ou même les peintures qu'on achète dans le commerce, est-ce qu'elles se conservent? Pour pouvoir les conserver, il faut les conserver dans des récipients les plus petits possibles. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait très peu d'air à l'intérieur des pots et qu'ils soient, bien sûr, hermétiques. Il faut les conserver dans un endroit frais et sec, parce qu'il faut qu'il y ait la chaleur pour les faire sécher un petit peu. Et puis, s'il y a de l'humidité, eh ben, du coup, ça peut aussi altérer. Et forcément, il faut que ça soit hors gel, parce que si c'est des produits qui sont à l'eau, ben, ça craint le gel. Hop. Il faut mettre une étiquette dessus pour savoir ce que c'est, ce qu'il y en a dedans, parce que des années après, ben, on a oublié. Où ça va et quelle est la composition, puis la date, parce qu'il peut avoir aussi une date limite, parce que les peintures, toutes les peintures ne se conservent pas de la même façon. Si vous voulez, la peinture à la caséine, on peut la conserver que quelques jours. La caséine, c'est comme un verre de lait, on a du mal à le conserver, donc évidemment ça va pourrir. Donc que quelques jours. On peut peut-être, en le mettant au frigo, et éventuellement le conserver une petite semaine, mais au-delà, ça sera un petit peu compliqué. Hop. Tout ce qui est peinture à l'eau, comme les peintures à dispersion, les peintures qui ne contiennent pas de caséine, mais qui sont à l'eau, on peut les conserver quelques semaines. On peut prolonger de plusieurs semaines, voire de quelques mois, en rajoutant quelques gouttes de clou de girofle, l'huile essentielle de clou de girofle. C'est antibactérien, du coup ça peut aider. La peinture à la chaux et les peintures à l'huile, ça, on peut le conserver pendant des années, parce que la chaux, elle est antibactérienne, donc il n'y aura pas de développement de bactéries, sans problème. Et l'huile, c'est pareil, si elle ne sèche pas, alors il va peut-être, sur les peintures à l'huile, il va peut-être avoir une petite couche, une peau qui va se faire, mais il suffira d'enlever la peau, de découper avec un cutter bien tranquillement, de jeter cette peau. Donc si c'est la peinture à l'huile, vous pouvez l'acheter dans le compost. Et hop, remélanger les peintures, et puis c'est reparti, quoi. Si on a encore un petit peu de temps, est-ce que ça vous intéresse de savoir quelle couleur on peut choisir? On va faire un tout petit tour au niveau des couleurs, des peintures. Au niveau des peintures, on va avoir différentes couleurs. On a ce qu'on appelle les peintures chaudes et les couleurs dynamiques. Donc tout ce qui est à base de rouge, orange et jaune, c'est bien de les mettre dans des pièces où on a besoin des pièces à vivre. La cuisine, le salon, une entrée, quoi que ce soit. Ça, c'est assez dynamique. Dans une chambre, on va plutôt utiliser ou dans un bureau, ce qu'on appelle les couleurs froides, parce que c'est beaucoup plus doux à l'œil, c'est beaucoup plus reposant, comme le bleu ou le vert. Ou alors, si on hésite, on peut utiliser des peintures neutres, enfin, des couleurs neutres comme le marron, le noir, le gris ou le blanc. En fait, l'idée en peinture, c'est de créer une harmonie. L'harmonie, ça veut dire qu'on va utiliser, à l'extérieur par exemple, il y a plein de couleurs. Du coup, en fait, les paysages sont souvent harmonieux parce qu'elles contiennent ce qu'on appelle les 3 couleurs primaires. Le rouge, le jaune et le bleu, pour faire simple. Et ces 3 couleurs primaires, on les trouve toujours dans la nature, avec le bleu du ciel, les fleurs, le vert, donc c'est un mélange de jaune et de bleu dedans, et tout ça, ça crée de l'harmonie. Donc à l'intérieur de nos bâtiments, c'est ce qu'il faut faire aussi, c'est retrouver cette harmonie. Mais comment on fait pour retrouver l'harmonie? Parce qu'on ne va pas peindre un mur rouge, l'autre bleu et l'autre jaune. Ça va être un petit peu, c'est pas très très joli. Donc ce qu'il faut, c'est trouver la couleur correspondante. Si on se dit, bon ben là, je vais peindre mon mur de mon salon, je sais pas, dans des teints orange, avec quoi je vais pouvoir harmoniser avec une autre couleur? Eh ben, le mieux, donc, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le cercle chromatique. C'est ce qui va nous aider à trouver les peintures,
la couleur complémentaire de la couleur qu'on a choisie. Et le cercle chromatique, c'est quoi? Eh bien, le cercle chromatique, c'est ça, en fait. Donc, au centre, on a les 3 couleurs primaires, donc le jaune, le bleu et le rouge. Ça va vous aider aussi à le mélanger. Donc, si on mélange les couleurs, ben, on obtient les 3 autres couleurs. Mais c'est surtout, quelle est la couleur complémentaire des couleurs qu'on a choisies? Eh ben, c'est celle qui est à l'opposé. Le jaune, par exemple, eh ben, à l'opposé, ça va être le violet. Et par le vert, eh ben, à l'opposé, ça va être le rouge. Et ça, si on utilise ça, eh ben, on a toujours une harmonie qui se fait. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, ça va bien pour des couleurs criardes. Ben, il y a d'autres cercles chromatiques qui existent, comme celui-là, où on a des foncés et des clairs. Et ben là, c'est la même chose. Donc, quand on a une couleur, par exemple, on va reprendre toujours le jaune, par exemple, et ben, suivant le dégradé du jaune qu'on utilise, et ben, on a les couleurs complémentaires qui sont en face. Et quand vous utilisez ça, et ben, vous avez une harmonie qui se crée. Alors après, vous pouvez composer un petit peu différemment si vous voulez, mais si vous utilisez, ça aide beaucoup le cercle chromatique, en fait, à savoir quelle couleur on va utiliser, quelle couleur complémentaire. Voilà, ben, j'aurais tenu, enfin, je suis dans les temps, en fait. Ouais. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, j'espère que ça vous a aidé un peu à comprendre un peu plus. Merci. Merci. J'espère avoir été assez clair, en fait. Alors, si même par moment, en fait, vous êtes demandé où est-ce que j'ai été allé. En fait, ce que je voudrais surtout vous dire, je boirai un coup après, c'est que la peinture, c'est pas si simple. On nous fait croire qu'en fait que c'est simple, la peinture, mais en fait, si on n'a pas un minimum de connaissances, on peut vite partir à la catastrophe. En fait, si on a mal préparé son support, si on n'a pas utilisé le bon produit au bon endroit, eh bien souvent, ça devient la galère, en fait. Ça fait que du coup, il faut s'y connaître un minimum. C'est à la portée de n'importe quel bricoleur, mais il faut s'y connaître un petit peu. Je vais, juste avant que Marie intervienne, je vais juste faire un tout petit peu de publicité parce que je suis artisan peintre, mais j'ai aussi dernièrement fabriqué une peinture que je commercialise justement pour les gens qui n'ont pas envie de fabriquer, qui n'ont pas envie de s'embêter. Donc une peinture qui est entièrement naturelle, qui est faite pour les murs, les murs et les plafonds. Donc voilà, j'en profite pour me faire un petit peu de publicité. Merci. Bruno, pour cette super conférence, c'était absolument passionnant et très clair. Est-ce que dans le public, vous avez des questions qui vous permettent d'approfondir certains points qui vous auraient échappé ou des points que Bruno n'aurait pas abordés? Merci d'abord pour votre intervention. Je voudrais revenir sur la peinture à la caséine. Vous préconisez une sous-couche ou pas? Excusez-moi, c'est peut-être un petit peu un détail. Ou... Oui. J'aime dire que ça dépend du support. Oui, tout à fait. Ouais. Ça dépend. En fait, il faut toujours, quand vous utilisez une peinture, elle contient une partie liquide et cette partie liquide, elle va rentrer dans le support. Et le liant aussi, des fois il est liquide et il va rentrer dans le support. Ça fait que du coup, s'il rentre dans le support, il ne va pas fixer en fait le pigment qui est en surface, il ne va pas rester en surface et ça fait que du coup, il ne servira pas à grand chose. Donc on va utiliser une sous-couche qui, elle, va réduire la porosité du support. Dans le neuf, c'est complètement nécessaire. En fait, on réduit la porosité et du coup, ça va faciliter l'application et l'accroche des couches de finition. Donc pour la peinture à la caséine, quand on a un support, par exemple, qui est de même nature, qui est tout en plâtre, là, on peut utiliser uniquement la caséine, par exemple, de la caséine et de l'eau, et ça nous fait une très bonne sous-couche. Mais c'est assez rare qu'on ait un support qui est complètement homogène. Sur du placo-plâtre, par exemple, il y a les joints qui n'ont pas la même porosité que la partie plaque de plâtre. Donc là, le mieux, c'est quand même d'utiliser ce qu'on appelle une impression que vous allez acheter dans le commerce. Vous allez dépenser peut-être un petit peu plus d'argent en fait dans votre sous-couche, mais ça va grandement vous faciliter l'application des couches de finition. Très bien. Il y avait une question ici. Oui, bonjour. Bonjour.
Les murs sont en peinture à l'argile. Oui. Et là, ça fait 2-3 années. J'aimerais remettre un peu de peinture parce qu'il y a des petites taches par-ci, par-là. Oui. Sauf que l'artisan qui a fait le beau travail a mis un peu de piment. Et là, je n'arrive pas à retrouver exactement La couleur. Ah. Et donc, ma question, je dois refaire le mur complètement. Oui. C'est difficile de peindre localement, en fait, de faire des petites retouches. En fait, ça se verra. En fait, le seul matériau qui le permettrait, c'est l'enduit terre, l'enduit à l'argile, parce qu'on arrive à mélanger les matières, parce que la terre est jamais figée. Mais en peinture, ça va toujours faire une petite surépaisseur. Donc, ça va faire comme une rustine. Donc, généralement, quand on veut, soit on s'accommode des taches qu'il y a dessus, soit on repeint le mur en entier. En fait, c'est comme ça qu'on arrivera en fait à avoir quelque chose d'esthétique. Autrement, ça va encore plus attirer l'œil. On verra des taches. Et en plus, même si vous arrivez à trouver la couleur, il peut y avoir une petite différence de couleur. Tout simplement parce que vous n'allez pas appliquer de la même façon ou quoi que ce soit. Oui, merci pour l'info. Et je peux appliquer la peinture avec l'éponge. D'accord. C'est une peinture qui a été appliquée à l'éponge. Ouais. Donc et là il y a des taches là-dessus. Ah ouais, du coup c'est plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. En fait, l'idéal c'est ça de recommencer à zéro. S'il y a beaucoup de taches, si vraiment il y a beaucoup de taches et que ça vous gêne, ou alors essayer de les enlever. Alors c'est peut-être là, vous pouvez peut-être essayer de remettre la même couleur de fond, juste localement, un peu d'endroit, et puis après avec l'éponge. Et ça fait comme du coup c'est très nuancé une peinture à l'éponge, ben, peut-être qu'avec un peu de chance, on n'arrivera pas à voir là où vous avez fait les retouches. Mais la peinture finale, elle est presque transparente parce que c'est pour donner des effets. Donc il va falloir d'abord donner, pour camoufler la tache, peindre avec la couleur du fond, en fait, qui est, je pense, blanche ou quelque chose comme ça, pour couvrir la tache. Et après, vous pourrez faire avec votre peinture à l'éponge. C'est ça. Et là, je peux acheter de la peinture à l'argile. J'ai pas bien compris, excusez-moi. Je peux acheter de la peinture à l'argile. Vous pouvez en acheter ? Oui, bien sûr, oui, ça se trouve la peinture à l'argile, oui. Dans le commerce, oui, on en trouve, oui. Je vois des questions derrière. Merci beaucoup. Pour la peinture vraiment naturelle, il faut la faire soi-même, en définitive. Non, mais c'est ce que je disais. Alors, je ne sais pas si vous étiez peut-être pas là au début de la conférence, mais en fait, il y a beaucoup de fabricants qui en font, en fait, où la composition est naturelle. Ce qu'il faut, c'est bien lire les étiquettes, bien se renseigner pour savoir ce qu'il y a dedans. Ouais, j'avoue que mais c'est pareil, si on veut être plus sûr, en fait, c'est comme dans l'agriculture bio, pour tout ce qui est légumes, si on veut vraiment être sûr, il vaut mieux faire son jardin. Donc en peinture, c'est pareil, si on veut vraiment être sûr, il vaut mieux la fabriquer soi-même. Ouais, par rapport à l'étiquette que vous avez fait voir au début, c'est vrai qu'il y a des éléments, moi je ne sais pas ce que c'est, la farine de marbre. De marbre. Ouais. C'est naturel, c'est pas naturel. C'est le marbre, c'est la coupe du marbre, c'est comme un sable. En fait, c'est plus fin qu'un sable. C'est beaucoup plus fin qu'un sable. Du coup, ça va donner de la dureté à la peinture. En fait, c'est ce qui va lui permettre d'être un peu épaisse, la farine de marbre. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que, au-delà des peintures que tu fais à Anachromie, est-ce qu'il y a aussi des conseils à donner? Est-ce qu'on va peut-être trouver des peintures plus naturelles, je sais pas moi, dans un magasin qui s'appelle Habitat Naturel à Saint-Égrève, plutôt qu'aller à Leroy Merlin ou des grandes surfaces? Oui, bien sûr, oui. En fait, il faut toujours aller chez le spécialiste. Ça vaut pour tout, quoi. En fait, si vous allez dans des commerces très généraliste, avec un peu de chance, vous allez peut-être tomber sur un revendeur en fait qui s'y connaît
dans la partie où vous allez demander, mais peut-être qu'autrement vous allez tomber sur un jeune stagiaire. Alors j'ai rien contre le jeune stagiaire, il faut bien qu'il fasse son stage, mais ça se trouve il ne les connaissera pas après, et du coup il va peut-être mal vous conseiller ou quoi que ce soit. Et puis généralement les commerces de grande distribution sont quand même les moins bien placés en fait pour avoir des matériaux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du chiffre. Donc allez dans le petit commerce, c'est comme tout quoi. Et là vous serez bien conseillé. Et puis généralement le revendeur sait ce qu'il a acheté, sait d'où ça vient. Donc privilégiez le petit commerce que la grande surface. Il y a une question ? Alors moi, c'est plus sur un ordre pratique. Vous m'avez donné votre petit dépliant, je vous en remercie. Et je vois que vous avez conseil et formation. Vous faites de la formation ? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, pendant des années, j'ai donné des formations dans des centres de formation ou des choses comme ça, des institutions. Mais ce que je fais beaucoup aussi, c'est que je fais de l'accompagnement de chantier. Les gens, ils ont envie de faire eux-mêmes, mais ils savent pas trop comment s'y prendre. Donc, ils peuvent à ce moment-là m'employer une journée, une heure, une semaine ou quoi que ce soit, et je viens les aider. En fait, je vais les aider donc, sur du concret. Donc, c'est chez vous. Et donc, là, on parle vraiment concrètement de vos besoins et tout ça. Ça, je le fais beaucoup. Très bien, merci. Après, vous pouvez aussi organiser un stage et je viens animer le stage. Si vous voulez, plusieurs personnes. D'accord. D'autres questions, sachant que on a un timing un peu serré. On terminera à 11h20 pour laisser la place à la suite. Soumis au peindre une façade, timing des autres, parce qu'il y a d'autres conférences derrière. Donc, pour peindre une façade... J'aimerais bien rester avec vous. Pardon, excusez-moi. Pour peindre une façade qui a un crépi qui n'a jamais été peint. Extérieur. Eh bien, qui n'a jamais été peint, en fait, en extérieur, en fait, et là, c'est ce qu'on appelle les peintures au silicate. Ça marche très bien en extérieur. Moi, je vois que ça qui pourrait... Il y a la peinture à la chaux, mais comme je disais, la peinture à la chaux, c'est compliqué parce qu'en fait, si elle sèche trop vite, eh ben, elle va avoir une mauvaise carbonatation, une mauvaise réaction chimique, et ça fait que du coup, elle restera toujours farineuse. Donc, dès qu'il va pleuvoir dessus, eh ben, ça va l'enlever. Alors, on pourrait le faire à la chaux, mais il faudrait contenir l'humidité. Il ne faudrait pas qu'elle sèche pendant au moins 7 jours. Donc vous pouvez peindre à la chaux, mais après il faut pulvériser. Dès que ça commence à sécher, pulvériser, donc plusieurs fois par jour, pour que le carbone en fait fixe la chaux sur son support. Pulvériser de l'eau. De l'eau, oui. En brouillard, alors pas trop, il ne faut pas du ruissellement, hein, mais donc une façade, pulvériser une façade, c'est faisable, mais bon, c'est pas ça. Attendez, parce que c'est enregistré, donc si les échanges se font hors micro, ça ne marche pas. Okay. Est-ce qu'il ne faut pas choisir une période de l'année qui est beaucoup plus humide aussi? Oui, tout à fait. On dit que les travails de chaux, c'est les travails saisonniers, donc il vaut mieux faire ça au printemps et à l'automne, où la température est clémente et surtout il y a suffisamment d'humidité dans l'air. Parce que l'été, c'est souvent assez sec, et l'hiver, c'est des fois même plus sec encore. Ça fait que du coup, effectivement, il vaut mieux choisir sa saison. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. La peinture anachromie que vous proposez, je peux l'appliquer sur la peinture à l'argile? Oui, a priori. Alors, il faudrait peut-être qu'on voit plus ça en détail. Il faut savoir quel type de peinture à l'argile c'est. Parce qu'il y a des peintures à l'argile, si elles sont faites à base de cellulose, ça va détremper. Donc là, ça fonctionnera un peu moins bien. Il faudra passer peut-être par une sous-couche. Mais il y en a d'autres qui sont à base de caséine, et là, ça peut aller. Donc, ce que je vous propose, c'est passer à mon stand. J'ai un stand là, et on verra concrètement ce qu'on peut faire. Je vous remercie.